D'accord. Bienvenue à toi Chloé. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas qui je suis Fanny, la fondatrice de Wonder Humanity, la cofondatrice du blog voyage Les Exploratrices. Et depuis le 27 avril 2020, j'interviewe chaque jour une personne inspirante qui a eu un parcours, en tout cas, que moi je trouve inspirant, pas forcément rectiligne, pas forcément ultra douloureux, pas forcément ultra rayonnant, mais en tout cas qui a suivi ses rêves et qui s'est donné les moyens. Et donc aujourd'hui, je suis en direct live de Singapour et c'est vraiment avec grand plaisir que je retrouve Chloé. Chloé, tu es expatriée depuis 2 ans, quasiment, à Singapour. Et on peut dire vraiment que tu as eu une carrière qui a évolué au fur et à mesure de tes, de ton évolution, je dirais. Parce que de ce que j'ai retenu, c'est que ce qui t'animait au tout début, c'était la musique, le son. Et au fur et à mesure de la découverte de ce milieu, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, des choses que tu as laissées de côté parce que ça ne te convenait peut-être, plus, tout simplement, tu avais évolué. Et puis d'autres choses, et puis d'autres rêves. Et surtout, ce que je retiens, c'est que tu te donnes les moyens d'atteindre des objectifs et tout simplement de ne pas avoir de regrets. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de ce parcours. Donc, est-ce que tu veux bien revenir un petit peu à l'enfance et nous parler de ce don que tu avais pour la musique? Alors, je ne sais pas si c'était un don, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai commencé la musique très tôt, à 6 ans. Et j'ai des souvenirs comme ça où je lisais la musique avant de savoir lire. Donc, et j'ai commencé la flûte traversière à 7 ans avec un instrument qui devait peser la moitié de mon poids. Moi, j'avais un gabarit assez petit. Et pendant ma première année, j'ai aussi cette image où mon professeur tenait ma flûte au bout pour que ce ne soit pas trop lourd. Oh, mais... Et donc, j'ai fait de la musique pendant plus de 20 ans. D'abord en flûte traversière moderne, flûte traversière jazz et ensuite flûte baroque. Et j'ai fini à Paris, au Conservatoire de Paris, pour passer mon prix en flûte baroque. D'accord. Mais bizarrement, c'était une passion, mais je n'ai jamais voulu en faire mon métier. Okay. Parce que pour moi, justement, la passion, on y allait sans intérêt, sans devoir en vivre, sans devoir faire des concessions, des compromis, ce qui n'est pas le cas quand on fait un métier. Et je n'avais pas envie de dénaturer ce lien que j'avais avec la musique. Voilà. Ah, je comprends. C'est magnifique. Et comment t'es venue cette envie de faire de la musique si jeune? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont pas poussé, mais qui t'ont incité, ou est-ce que c'est toi qui dis je veux faire de la flûte? Alors, c'est un mélange de plein de choses. Chez moi, on écoutait beaucoup de musique. C'est sûr, j'avais un père qui était incollable en musique classique, alors qu'il avait eu... lui, il venait d'une famille immigrée italienne, il n'avait pas suivi d'études, mais par contre, c'était la musique classique était vraiment importante pour lui. On écoutait beaucoup de chansons françaises, énormément. Puis après, moi, j'ai écouté beaucoup de jazz, etc. Donc, c'est vrai que ça fait partie de mon univers. Et en fait, moi, j'habitais un petit village, il y avait une école de musique, on n'avait pas le choix entre beaucoup d'activités. C'était un peu le tennis ou la musique ou le foot. Et je sais pas, cette année-là, il y avait une nouvelle classe de flûte traversière qui s'est ouverte. Le prof avait l'air sympa. Moi, j'étais petite, timide. Bon, bah voilà, ça aurait peut-être pu être un autre instrument en fait, hein, mais et en tout cas, j'ai adoré la relation que j'ai eue moi avec mon instrument. Ouais. Et tu retiens quoi de 20 ans de pratique assidue jusqu'au Conservatoire de Paris? Tu retiens quoi de ce que ça t'a apporté en compétences? Au-delà de la musique. Alors, au-delà de la musique, bien sûr, ça m'a apporté une rigueur absolue. Parce qu'en fait, quand vous faites de la musique à haut niveau, tous les jours, vous pratiquez tous les jours entre 1h30 et 2h, voire plus. Et tous les jours, on a le même rituel. On commence par des gammes. Enfin, d'abord, on commence par des notes soufflées. On commence par ensuite les gammes. Ensuite, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 20 ans, donc fois 365 jours à peu près, en fait, j'ai eu cette discipline-là. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai joué très tôt en orchestre. J'avais 8 ans et demi, 9 ans. Et alors, j'étais pareil, toujours la plus jeune de l'orchestre, mais j'étais avec des personnes qui avaient 18 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, pour moi, c'est l'intelligence collective, ça.
et de se dire qu'on forme un tout. On a chacun sa personnalité et une individualité, mais on forme un tout et qu'on est, en fait, on va donner un résultat incroyable, mais parce qu'on s'écoute, parce qu'on joue ensemble et parce qu'on on est capable comme ça de créer une œuvre collective. Ouais, le succès global, magnifique. C'est deux choses qui sont ultra utiles dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel. Oui. Carrément. Complètement. Et donc après ça, tu as fait des études, ingénieur du son, c'est ça, si je me souviens bien? Alors, en fait, après ça, je ne voulais pas être musicienne et en même temps, moi, j'étais très matheuse. Donc, je me suis dit, des études d'ingénieur du son, je vais rester dans la musique, mais en même temps, je vais avoir ce côté assez cartésien. Ouais. Donc, j'ai démarré un cycle comme ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que finalement, ce côté très technique, parce que finalement, ingénieur du son, on passe quand même beaucoup de temps dans un studio, sans fenêtre, à parler à personne. C'est clair. Et après mon deuxième stage, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Il y avait le métier de bruiteur aussi qui me tentait beaucoup, d'aller reconstituer ça des sons en cinéma. Et c'est vrai que le cinéma m'interpellait. Donc j'ai bifurqué et je suis rentrée à l'université cinéma à Lyon. D'accord. Voilà. Là, j'ai fait jusqu'à ma maîtrise. Et en fait, la même année que ma maîtrise, j'ai organisé un festival de jazz. Ah. Et à la fin de ma maîtrise, ce que j'avais fait sur les Demoiselles de Rochefort et la partition et la musique, en fait, tout était très lié. Mais je me suis dit, est-ce que si j'ai à choisir, parce que c'est de toute façon des métiers très prenants dans les deux secteurs, est-ce que je peux me passer du cinéma et n'y aller que le dimanche, ou est-ce que je peux me passer de la musique et aller l'écouter que occasionnellement? Et en fait, pour moi, la musique, c'est revenu comme une évidence. Donc, j'ai fini mon cursus à la Sorbonne, où j'ai fait un DESS de gestion des institutions culturelles, spécialisé dans la musique. Voilà. Ouais. Et après ça, la musique, j'ai intégré l'Orchestre national de jazz, où là, j'organisais toutes les tournées à l'international, les enregistrements. Après, j'ai travaillé longtemps avec le label Enfance et Musique, qui était un label jeune public incroyable. Après, je suis partie sur de l'opéra. Puis en fait, au fur et à mesure, j'ai intégré d'autres disciplines. J'ai travaillé avec la littérature jeunesse, avec l'architecture. Et en fait, je crois que moi, je suis quelqu'un qui est très généraliste et qui a besoin comme ça d'être nourri de beaucoup de choses différentes. Donc, finalement, à 26 ans, j'ai créé mon agence qui s'appelait Raison de Plus. Et on faisait de la direction de production artistique vraiment dans beaucoup de secteurs. Et finalement, ça permettait de rencontrer plein de gens, de te nourrir de plein de projets. Enfin, c'était fabuleux. Exactement. Et avec, moi j'ai toujours eu la chance, alors je ne sais pas si on la provoque sûrement, mais de travailler avec soit des artistes ou des artisans très pointus dans leur savoir-faire et leur expertise. Donc, je crois que j'ai côtoyé des grandes personnes en fait. Et je pense que ça a toujours été dans ma ligne d'horizon. Et c'est comme ça qu'on se construit, je pense. On a des mentors comme ça, un peu à l'horizon, qui nous balisent de loin le chemin, on va dire. Mais voilà. Tu sais ce que je vais te dire, c'est que ça vient de toi à la base. C'est que c'est toi qui as attiré ces personnes-là sur ton chemin. Donc c'est que toi-même, tu es une grande personne et une grande étoile, vraiment. Il n'y a pas de hasard. Et donc, là, tu as, parce que cette agence-là, tu avais 26 ans, tu l'as gardée combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ce que tu fais. Donc, pour qu'on se resitue un peu. Alors, après ça, donc j'ai eu cette agence pendant 4 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai eu mon premier fils. Et forcément, quand on est une femme, il y a beaucoup de choses qui changent à ce moment-là. Moi, je passais beaucoup de temps dans les transports. Je partais sur des productions pendant 1 mois. Enfin voilà, j'avais une vie qui devenait plus complexe avec un enfant. J'avais aussi un peu envie de me poser. Et j'ai eu la chance d'intégrer un de mes clients qui était l'Académie Fratellini à Saint-Denis, donc première école nationale de cirque, où en fait il y avait le poste de directrice administratrice générale qui se libérait. Et je travaillais avec eux depuis 4 ans, ça se passait très bien. Et donc, ils m'ont proposé d'intégrer la structure. Donc, moi, ça me permettait de poser mes bases. Bien sûr. Et le cirque a été une très bonne école, et notamment en management. Parce que alors, quand on travaille dans le cirque, on gère des personnes qui se croient immortelles tous les jours.
Et c'est pour ça qu'elles font ce métier d'ailleurs. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est une des motivations de leur métier. Donc, on gère un humain qui est comme ça qui est assez tout risque. Et en même temps, avec énormément de travail derrière, avec une entraide fabuleuse parce que tout le monde sécurise son partenaire. On est sur de la sécurisation mutuelle. Enfin voilà, en tout cas, en management, ça a été vraiment une très bonne école. Et on retrouve, je trouve, le lien de l'orchestre que tu nous disais, cette intelligence collective où on n'est rien sans l'autre. En effet, si tu fais du trapèze et que ton partenaire ne te rattrape pas, c'est fichu. Enfin, bien sûr, ce n'est pas les mêmes conséquences quand on joue dans un orchestre, mais je pense que c'est aussi dramatique de se foirer sur une note pour le musicien de très haut niveau que le trapéziste qui ne va pas rattraper sa partenaire, parce qu'en vrai, chaque chose est proportionnelle et n'est pas absolue. Exactement. Et en cirque, en fait, on s'arrête tôt. Quand on est artiste circassien, on dit on s'arrête à 40 ans. Ouais. Donc après, c'est comment on se réinvente derrière. Et en même temps, le cirque accueille beaucoup ces secondes vies parce qu'on a l'expérience, parce qu'on va transmettre, parce qu'on est devenu on a une sagesse. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on est clown qu'à partir de 40 ans. Ah, mais c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des clowns jeunes. C'est rigolo. Ouais, c'est excellent. J'avais jamais parce fait qu'on a rapprochement. sur la vie et ce recul sur soi et qu'on peut rire de soi. Et que ça, forcément, on l'a moins à 20 ans qu'à 40. Ouais, c'est clair. J'adore, je savais pas pour l'expérience du cirque, je trouve ça fabuleux. Et alors après, du coup, après le cirque, est-ce que c'est là que tu as commencé à vouloir te mettre dans le luxe ou il y a eu d'autres choses entre-temps qui ont créé ce déclic? En fait, je pense que c'est sûr que ça faisait 12 ans que je travaillais moi dans ce secteur artistique, qui est très prenant, qui est vraiment enrichissant, mais en même temps qui peut être un peu usant, parce qu'on repart toujours de la feuille blanche, on est toujours sur de l'instantané, on ne travaille pas la série et le long terme en fait. Et moi, j'avais envie de rester dans les industries créatives, mais d'arriver dans un secteur où on soit plus sur une question de fil continu, de choses qu'on peut garder pendant plusieurs années, de process de fabrication. Voilà, il y avait plein de questions en fait qui m'interpellaient. Donc j'ai fait un bilan de compétences à l'époque. Et j'ai passé le concours de l'Institut français de la mode pour intégrer le MBA en mode luxe et design. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai été prise à ma grande surprise quand même. Non, mais parce qu'on était une promo de 20 et en fait 15 venaient du secteur et avaient déjà du coup au moins 15 ans, voire 20 ans d'expérience dans ce secteur-là, et 5 places étaient réservées à du hors-secteur comme moi. Les outsiders. Les outsiders, exactement. Et en fait, moi quand je suis rentrée à l'IFM, on démarrait tout de suite par un voyage d'études aux États-Unis. Enfin, c'était fou en fait comme challenge. Et pendant les 6 premiers mois, j'y allais, mais vraiment la boule au ventre, j'avais mal à la tête, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un pré-étudiant de 5 ans pour aller dans un secteur que je ne connais pas, j'ai aucune expérience, etc. Et puis en fait, la musique, elle revient parce que c'est la méthode, c'est la rigueur, c'est le travail. Bien sûr. Et en fait, finalement, je suis sortie majeure de ma promo. Waouh, magnifique. Et ouais, et enfin c'est aussi de se dire, faut se faire beaucoup confiance. Je pense que quand on est une femme, parfois on est toujours à douter, on est toujours à vouloir la perfection alors qu'elle n'existe pas. Moi, en même temps que le MBA, j'ai eu un deuxième enfant. Voilà, je me disais, il est arrivé quand ton deuxième enfant? Et je me suis dit, ça se trouve, même il est arrivé pour mettre le challenge encore plus haut pendant cette année-là. Voilà. Et en fait, il est arrivé en août et en octobre, je partais en Asie. Pour deuxième voyage d'études, voilà. Et là, choc, mais révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, alors je ne sais pas si dans une vie antérieure, j'ai vécu en Asie, mais ce continent m'a vraiment beaucoup interpellée et je me suis juré qu'un jour, on irait habiter là-bas. C'était en quelle année ça, Chloé, du coup? C'était 2008. 2008, d'accord. Ah, ouais. Très intéressant. Du coup, ça fait 10 ans. C'est drôle. Ah, ok. Ouais.
Et après ça, alors j'ai rejoint. Alors j'ai recommencé en fait un court moment en indépendante. Et là, je travaillais avec des fonds d'investissement qui entraient au capital de savoir-faire d'excellence. Donc dans des PME avec des très beaux savoir-faire, mais qui n'étaient pas du tout dans une vision, développement de marque, stratégie à l'international, etc. Et moi, je faisais cette courroie de transmission, c'est-à-dire que je comprenais en fait les ateliers et tout le processus créatif. Et en même temps, je savais faire un Excel et faire un reporting à des financiers qui étaient bien loin de toutes ces préoccupations, quoi. Donc ça a été très intéressant, jusqu'au point de me dire, tiens, il y a peut-être une des marques que j'aimerais reprendre. Alors j'avais réfléchi à un concept, un des fonds me suivait, etc. Ça, c'est pas fait parce que je crois que dans ces PME, en fait, ils se rassurent aussi. Voilà, en France, on n'est pas sur un esprit d'entreprendre qui est forcément comme on l'a à l'anglo-saxonne. Bien sûr. On a du mal à se projeter. On reste souvent sur... il y a 10 ans, quoi. Enfin, tu vois, genre... Ouais. Encore, exactement. Et on était vraiment aux prémices. Moi, je disais, il faut vraiment qu'on aille signer avec des maisons de haute couture. Et finalement, c'est ce qu'elles ont fait après. Elles ont racheté leurs fournisseurs parce qu'elles se sont dit, si on veut continuer à faire des chapeaux, des gants, il faut qu'on rachète. Bien sûr, mettre la main mise. Ouais, tout à fait. Il n'y aura plus rien. Mais là, c'était un tout petit peu avant ça. Et ensuite, j'ai rejoint une agence qui était spécialisée dans le conseil en stratégie retail et en training. Et là, j'avais la direction générale. Et ça a été une superbe expérience, pareil, pendant 5 ans. Moi, j'ai souvent fait des périodes de 4-5 ans, en fait. Ouais, ça ne me surprend pas. Et aussi où j'alterne le moment où j'intègre une structure parce que je suis contente d'être avec une équipe et voilà, et d'emmener des gens, voilà, et puis de grandir, de réussir. Et en même temps, j'arrive à des moments où j'ai envie de me retrouver seule parce que je sens que ma créativité, elle prend le dessus et que là, j'ai pas envie de limite. Ouais, comme tu montes palier, tu montes palier, tu montes palier. Exactement. Et en fait, mais ça, j'allais dire que je n'ai pu le faire qu'avec un mari génialissime. J'allais y venir parce que, bah oui, non mais c'est vrai. Pas de secret quand même. Ouais. Et en fait, nous, on alternait. C'est-à-dire que quand un partait sur son instant de liberté, l'autre se casait au chaud et ouvrait les arrières. Voilà. Et en fait, moi, j'ai eu cette chance-là. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, sont un peu prisonnières de leur carrière et de leurs envies parce que la zone d'expression, elle n'est pas là et qu'on se cantonne vite à un rôle qui nous autocensure, quoi. Bien sûr, et c'est hyper rapide. Moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi parce qu'à la base, j'avais monté une communauté féminine, donc forcément, j'ai toute une partie des exploratrices qui se sont intéressées à ce que je crée dans Wonder Humanity, et j'ai 85% de femmes autour de moi. Et c'est hallucinant parce que peu importe qu'on ait 25 ans ou 60 ans, je prends l'exemple de ma maman, c'est hyper difficile de se définir en tant que femme, autre que maman, épouse, salariée, collègue, amie. Mais en fait, qui es-tu et qui es-tu au sein de ton essence? Si tu n'as pas le conjoint en face qui te permet de le trouver, ça ne va pas être tes enfants parce qu'ils ne le font pas forcément exprès, ça ne va pas être tes collègues parce que ça leur fait peur que tu révèles ta lumière. Et au final, c'est vachement difficile, je trouve, quand on n'est pas soutenu, quand on est maman, plus est, de pouvoir se révéler pleinement. Donc c'est vrai que c'est une chance, mais une fois encore, il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Alors du coup, c'est là que tu as rencontré Adeline d'ailleurs dans cette société. Comment? C'est là que tu as rencontré Adeline? Alors c'est dans l'agence de conseil là, qui s'appelle Texact. Alors Adeline, on s'est rencontrés parce qu'on a fait le même MBA à quelques années d'intervalle. Donc on était IFM alumni en fait. Okay. Et c'est vrai que quand j'étais chez Texagère, j'avais besoin de consultants qui étaient plutôt experts sur la partie visual merchandising, tendance, marché, etc. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble, on s'entendait très bien. Et quand est venu, moi, le palier, justement, l'après-agence, où là, j'étais plutôt au départ de me dire, tiens, je vais aller ouvrir la filiale. Après, moi, c'était l'international. Ouais. En fait, quand j'ai intégré cette agence, je m'étais donné 2 objectifs
que j'ai atteint finalement au bout de 5 ans. Donc je me suis dit, c'est quoi la next step? C'est de partir à l'international. Moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de partir en Asie parce que c'est là que j'irai un jour, etc. Et donc j'ai dit à mon boss, écoute, donne-moi les clés et je vais ouvrir une filiale là-bas. Et en fait, là, j'ai eu un espèce de cataclysme où le retour, ça a été, on ne fait pas une stratégie d'entreprise sur un projet personnel. Et l'Asie n'est pas prioritaire. Et en fait, je crois que étonnant. Ça a été en fait comme un déclic. Ouais. À l'époque, moi, j'avais 41 ans. Je me suis dit, bon, alors là, je vais aller jusqu'au bout, moi, de la démarche et je vais le faire. Parce que j'ai cet âge-là et que je ne vais pas non plus encore attendre 15 ans. Et deuxième réflexion, en fait, le plafond de verre, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va me le mettre. Tout à fait. Ça, c'est magnifique. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je taille ma route et je vais au bout de l'aventure. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai négocié mon départ. Je crois que le lendemain, j'étais dans l'avion pour Singapour, parce que j'avais déjà repéré Singapour. Enfin, on était venus en famille, en fait, 6 mois avant pour se dire si on doit déménager. Est-ce que ce sera mieux Singapour, Hong Kong? Moi, je connaissais bien Hong Kong. Ouais. Du coup, on a fait une semaine à Singapour pour se rendre compte et choisir à l'issue. Et qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que vous avez choisi Singapour plutôt que Hong Kong? C'est quoi les critères à l'époque? Alors, il y a déjà un critère... La scolarité des enfants peut-être déjà qui doit rentrer en compte, j'imagine. Non, même pas? Non, alors déjà, Hong Kong, c'est vrai que c'est une ville en termes de logement qui est extrêmement chère. Oui. Et là, c'est pareil, repartir dans 50 mètres carrés. Enfin, quand on a vécu 17 ans à Paris dans un mouchoir de poche, on n'avait pas forcément envie de ça. Et c'est vrai que Singapour est beaucoup plus en famille, c'est un paradis, c'est hyper safe, la nature est partout. Ouais. Ça, je pense que je ne l'avais pas forcément capté au début, mais aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre sans, en fait. Tout est paisible et c'est vrai que pour des enfants, c'est vraiment serein. Et puis, d'un point de vue professionnel, signaux faibles, moi, j'avais beaucoup travaillé avec des agences d'IT à Shanghai. D'accord. Vers 2012-2013. Et en fait, dans leur plan de développement, toutes avaient en seconde step Hong Kong. Et en l'espace d'1 an et demi, tout le monde avait revu sa stratégie et tout le monde disait non, mais on ne va pas passer par Hong Kong, on va aller direct à Singapour parce que c'est là où il y a la tech. Et moi, je m'étais dit, si l'IT part à Singapour et pas à Hong Kong, il faut peut-être suivre le mouvement parce que ça ne va pas être anodin. Ouais, il y a un truc. Voilà. Et en fait, on le voit aujourd'hui, finalement, où pour moi, Hong Kong, au-delà de ce qui se passe avec la Chine, je pense que Hong Kong est assez mort, en fait, là, dans les prochaines années. Parce que la technologie n'est pas à Hong Kong. Et quand on est en Asie, en fait, c'est une donnée primordiale. Voilà. Donc, Singapour, et on n'a pas du tout regretté. C'est juste extra. Et entre le moment de ta décision, le fait bien sûr de faire le repérage et votre emménagement qui, je crois, était nous, on s'est rencontrés en mai 2018. Tu partais en septembre, je crois, non? On est parti en août, pour ouvrir en septembre. Et alors, nous, on est parti. Alors, moi, en fait, j'ai pris la décision de me dire en janvier 2017, je me suis dit l'année prochaine, je suis en Asie. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on est venu en mai 2017 repérer. Moi, je suis partie de l'agence en septembre 2017 et le temps de monter le projet. Et on est arrivé ici en août 2018. Parce qu'en fait, au départ, on s'était dit, on avait nous un appartement, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en fait, on a tout vendu, nous, en se disant, les attaches, est-ce qu'on reviendra en région parisienne? Sûrement pas. Donc, à quoi ça sert? Et alors, le truc, c'est qu'on a quand même vendu à une famille chinoise. Qui, elle, venait à Paris pour Huawei. Et en fait, c'est eux, ils ont eu le coup de foudre de notre appartement et c'est eux qui ont acheté notre appartement. Et donc, nous, on partait à Singapour. Voilà. J'adore. Là, vraiment, c'est trop marrant, quoi. C'était un bon signe, en tout cas. Ouais. C'est vrai que... Voilà. Et du coup, tout ce qui est création d'entreprise...
scolariser tout ça, parce que tu me disais qu'en effet, le plus challenging finalement, c'est que tu perds complètement tes repères. Et ça, c'est clair et net. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi et qu'est-ce qui, pour contrebalancer, a été le plus, je sais pas, le plus satisfaisant en fait. Ouais. Alors le plus dur, c'est vrai que ça a vraiment été l'arrivée parce que nous, on n'arrivait pas avec un package, personne ne nous aidait à faire tout, quoi. Donc on a vraiment tout fait de A à Z. Et c'est vrai que quand on est arrivé en août, tout s'est accéléré, trouver un appartement, mettre les enfants à l'école, c'était un nouvel environnement pour eux. Tout essayer de bien comprendre en anglais parce que là c'est un anglais, on dit un Singlish à Singapour. Donc au début, quand vous avez une hotline en ligne, vous comprenez rien et vous avez juste besoin de Wi-Fi, quoi. Donc ça a été jusqu'à octobre-novembre. Là, on a été, mais je crois, épuisés. Mais épuisés, et on a vraiment puisé des ressources, mais lointaines. Et c'est là qu'on voit que c'est solide à une famille. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, en fait. On ne peut pas. Puis, c'est vrai que nous, nos enfants parlaient pas très bien anglais. Donc, pour eux, c'était aussi beaucoup de stress. Voilà, tout changeait. Comment on va chez le médecin? Tiens, si on doit faire un examen à l'hôpital. Et puis, avec l'assurance, parce que nous, là, il n'y a pas d'assurance maladie comme en France. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est des assurances privées. Donc, est-ce que si on va dans cet hôpital-là, on ne va pas ressortir avec un chèque de 10 000 $ parce qu'on ne savait pas. Enfin, en fait, c'est plein de choses comme ça du quotidien qui sont assez intenses au début. Et après, j'allais dire, la satisfaction, déjà, c'est que justement, en novembre, on s'est dit, allez, on part une semaine à Koh Lanta, là, et on fait rien d'autre que du snorkeling et des massages. Et en fait, c'est des paysages, en fait, c'est le voyage ici. C'est-à-dire que c'est un hub fabuleux, Singapour. Il y a un hub fabuleux, on peut se faire des petits voyages à 1h30 qui sont vraiment magnifiques. C'est aussi tout ce contact avec les populations. Nous, assez vite, on s'est dit, moi, j'ai pas envie d'être dans la caricature, entre guillemets, de l'expat qui n'achète jamais local, qui ne va jamais dans aucun quartier très locaux, enfin voilà. Donc, on s'est vite mis à la cuisine, à aller au wet market acheter des légumes, des fruits d'ici, et c'est pas grave si on mange pas de fromage ou des cerises ou des fraises, quoi. Et je pense que ça a été aussi des super découvertes. Et puis, le fait aussi qu'on soit loin, forcément, avec les gens, on a des relations avec les Français, puis avec d'autres, qui sont, je sais pas comment dire, peut-être plus profondes, ou en tout cas, il y a beaucoup d'entraide. Et du coup, on passe des vrais moments entre amis. Mais parce qu'aussi, à Singapour, le week-end, souvent, c'est barbecue, piscine. Et même si on fait des semaines hyper intenses, on a quand même des week-ends où là, on profite vraiment. La qualité de vie. Alors du coup, il nous reste, on va se dire qu'il nous reste environ 5 minutes. Du coup, j'aimerais savoir, Chloé, c'est quoi ton rêve? Tu le vois où dans 10 ans? Parce que comme je sais que tu fais des steps tous les 5 ans, là je t'en fais sauter un. Dans ton plus grand rêve, t'es où dans 10 ans? Alors dans mon plus grand rêve, où est-ce que je suis dans 10 ans? Alors, c'est un peu dur, mais je suis pas sûre d'être en Europe, déjà. Je serais peut-être encore en Asie, peut-être en Australie. Et je serais, c'est sûr, dans un lieu qui réunira finalement tout ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que ce sera un mélange avec du retail, une galerie, je sais pas, un café, une résidence d'artistes. Je pense que je reviendrai peut-être à des choses moins consuméristes que le retail, ou en tout cas fait d'une certaine manière. Différemment. Voilà. Et où je vais, peut-être que même j'accueillerai des gens, je sais pas. Mais en tout cas, et peut-être aussi que c'est dû à cette période-là, mais de se dire aujourd'hui, c'est quoi l'essentiel dans nos vies? Qu'est-ce qu'on a besoin de manière fondamentale? Et de quoi on peut se passer. Finalement, on s'aperçoit qu'on peut se passer de pas mal de choses. Oui. Voilà. Mais en tout cas, il y aura de la beauté, ça c'est sûr. Il y aura de l'harmonie.
Il y aura des jeunes et des vieux. Il y aura de la J'adore, moi. musique. Ouais, il y aura de la musique, il y aura des choses qui sentiront bon, il y aura, voilà. Magnifique, je viens. Et on va terminer comme d'habitude sur un ou deux conseils que tu aimerais transmettre. Si tu avais un message à faire passer, enfin un ou deux messages, qu'est-ce que tu aimerais transmettre dans cette vidéo pour les personnes qui vont te regarder sur les sujets qui te parlent, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur le couple, que ce soit sur la carrière, l'expatriation, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Ouais. Alors, ce sera peut-être plutôt un message pour les femmes. Parce que, je pense que le 21e siècle leur sera dédié. C'est vraiment de faire confiance à son intuition et effectivement d'avoir des rêves et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout parce que c'est quand même une satisfaction vraiment énorme. Le deuxième, c'est d'être toujours audacieux et de pas se laisser pas se laisser scléroser par une pensée unique qui, je trouve, rabaisse plutôt que élève. C'est sûr. Et la troisième, je sais pas, cette notion de lignée, quoi. Et qu'est-ce que, voilà, on est là sur la Terre pendant 80, peut-être 100 ans. Moi, j'espère 100, franchement. Mais en tout cas, c'est court, quand même. Et qu'est-ce qu'on va laisser, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, ça, je pense que c'est important, finalement, de savoir d'où l'on vient et puis, de savoir, non, c'est peut-être moins facile, mais en tout cas, quand on sait d'où l'on vient et comment on est, c'est vrai que c'est plus facile pour savoir où on va. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et l'héritage, c'est fabuleux parce que c'est la discussion que j'ai depuis 10 jours seulement avec mon papa. Pourtant, je suis confinée depuis 2 mois et demi avec eux, mais ça a décanté il y a 10 jours. Et c'est de se dire, mais finalement, papa, qu'est-ce que tu laisses au-delà à ta femme et à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses de ton passage sur Terre? Est-ce que tu laisses le fait d'avoir bossé 44 ans dans la même boîte? Non. Qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu transmets? Et l'héritage avec un grand H, c'est pas juste un patrimoine financier ou immobilier. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux générations qui arrivent, c'est ce qu'on transmet et qui est vécu et donc du partage d'expérience. Donc ça rejoint complètement et je te remercie d'avoir conclu comme ça. En tout cas, j'ai passé un superbe moment avec toi. Merci Fanny. Merci pour ton temps, merci pour tes messages, ta sagesse et puis aussi vraiment, on ne le redira jamais assez, c'est ayez la volonté bien sûr, mais soyez disciplinés. Parce qu'on ne peut pas arriver avec un objectif sans avoir cette discipline. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément militaire, mais en tout cas, il faut apprendre à être discipliné si on veut aller où on veut, en tout cas, pour croire à ses rêves. Merci beaucoup et bonne soirée à Singapour. Merci. À bientôt. Ciao.